5. La construction d'une pédagogie applicative. Alors pourquoi mettre l'action au centre de la pédagogie? Pourquoi un élève serait-il disposé à fournir l'effort notable que requiert un apprentissage? Si l'enseignant ne veut pas inculquer un savoir de force, son premier objectif devient la création des conditions d'émergence du dynamisme intellectuel. Il va s'agir de concilier l'immanence du désir de savoir avec le rôle de l'enseignant. Sans les intérêts premiers, pas de connaissance possible. Mais ce n'est pas parce que les intérêts premiers de la connaissance l'ont rendu possible que celle-ci est vouée à une connaissance utilitaire. On retrouve exactement le même mouvement chez John Dewey, dans une note capitale de L'école et l'enfant. Après avoir fait l'éloge d'une forme d'apprentissage ancrée dans l'utilité directe et le concret, bref d'un apprentissage qui produit du sens pour l'élève, John Dewey précise aussitôt que cette origine de l'intérêt de l'élève pour ce qu'on lui apprend n'implique pas inéluctablement un rapport biaisé au savoir sur un mode utilitariste vulgaire. John Dewey rappelle cette dimension éthique fondamentale. Forcer l'intérêt d'un étudiant à créer une disposition et une attitude vis-à-vis d'autrui est proprement aliénante. Elle fonde une acceptation passive aux retombées multiples d'un point de vue politique. Les mots vides en eux-mêmes sont alors vides de sens et déréalisent le discours de l'enseignant. John Dewey résume cette idée dans une maxime canonique: on ne peut apprendre à penser à un être qui ne sait déjà pas penser. On peut exercer à bien penser, non à penser. Partir des intérêts des étudiants ou des élèves consiste à leur ouvrir la force suffisante pour construire eux-mêmes leurs problèmes. L'intérêt vital étant la matrice du désir de savoir, les problèmes ne sont plus perçus comme des ennuis, c'est l'acceptation du sens commun, mais comme des facteurs de puissance, comme une quantité de désir libérée par la puissance du savoir. C'est lui en effet qui permet à l'individu de conserver son intérêt au cours du processus de problématisation et donc de la construction de son savoir. Il est ce qui donne la capacité et permet la persévérance méthodique. L'articulation est la suivante. L'intérêt est premier, il est ce à partir de quoi le savoir est possible. Mais la genèse étant rétroactive, le savoir n'est possible que par un retour sur cet intérêt premier. Ainsi, les intérêts premiers constituent bien un premier mouvement dont il faut savoir s'emparer pour les guider, car seule la prise en compte de ceux-ci, lors des situations d'apprentissage, permet d'accéder un jour à des savoirs requis. On comprend pourquoi la pédagogie traditionnelle a eu tort de confondre rigueur et austérité, puisqu'elles s'opposent. L'austérité introduit une épreuve, donc le bâclage, afin d'en finir au plus vite, alors que l'intérêt permet la sérénité, donc la rigueur. Il s'agit de se donner les moyens de penser les conditions de possibilité de la rigueur. La discipline de l'esprit devient la relation inhérente au désir, certainement pas la conséquence d'une autorité. Sa théorie commence d'abord par critiquer les deux grands modèles pédagogiques qui s'affrontent, une pédagogie de l'intérêt et une pédagogie de l'effort. Cela consiste à se baser sur l'intérêt des jeunes pour lesquels il faut rendre tout ce que l'on doit enseigner aussi intéressant que possible, parce que vous ne pourrez rien transmettre sans cet intérêt. Le modèle d'une pédagogie de l'effort consiste à dire non, une vie adulte est une vie de contraintes. Il faut donc acclimater l'enfant, l'étudiant, à l'effort, et en cela, une vie d'adulte est une vie pénible. La pédagogie par l'intérêt s'inscrit dans un mouvement dynamique d'engagement pour quelque chose qui m'intéresse. C'est ce mouvement qui fait qu'une thématique pédagogique devient passionnante. Cela signifie que l'intérêt ne s'oppose pas à l'effort. Tout au contraire, face à un véritable intérêt, ce mouvement d'impulsion nous pousse et nous engage à consentir tous les efforts. En fait, l'intérêt devient le moteur des efforts. On peut défendre un apprentissage conçu sur le mode d'une réception. L'élève ou l'étudiant écoute attentivement, passivement, la leçon de l'enseignant. John Dewey s'oppose radicalement à ce mode d'apprentissage qui, selon lui, n'est pas le savoir. L'enrichissement d'expérience n'est pas donné de l'extérieur, mais parce que chacun donne de lui-même au sens des enseignements que produit une pédagogie issue d'un apprentissage collectif. Le savoir doit donc s'instruire de l'expérience, mais il ne s'en instruit réellement que lorsque lui-même se voit instruit par cette expérience. Le savoir est une activité de la pensée en même temps qu'il sait prendre en compte l'expérience. Il faut apprendre aux étudiants, aux élèves, non pas à être à l'écoute du réel, mais à réussir à le faire parler. Le savoir est une activité au sens fort. Seul un être actif peut disposer d'un savoir, parce qu'il l'a construit lui-même. Il ne s'agit pas de dire que les étudiants ou les élèves inventent le savoir, mais que, s'il faut parler de transmission des savoirs, elle consiste à fournir aux étudiants ou aux élèves les moyens de reconstruire par eux-mêmes les savoirs déjà produits par la science. Cette activité est la condition d'une pensée rationnelle. Il convient de voir la manière dont les étudiants intègrent le processus de production de connaissances et de savoir. Celui-ci exprime le fondement d'expérience basé sur la mise en action, opposée à des pratiques éducatives passives. Nous devons comprendre que la notion d'apprendre ne doit pas conduire à reproduire des expériences déjà faites. Une machine, un matériel numérique ou l'intelligence artificielle le feront très bien et bien mieux. Mais imaginez des expériences qui mèneront à évoquer le réel selon la problématique abordée à résoudre. L'imagination passe d'une situation passive pour aller vers des comportements actifs, accompagnés des changements requis. La connaissance, confrontée au réel de la société, scrute celui-ci pour en découvrir les énigmes dans une démarche de mise à l'épreuve des faits. On conclut à une méthodologie pragmatiste selon laquelle la connaissance et le savoir ne sont rien d'autre que les conséquences des effets des expérimentations. Au-delà de penser les situations pour mieux les connaître, il convient de produire des relations
relation entre les expériences analysées qui aboutissent à des effets, ces effets qui autorisent les connaissances. Il s'agit d'élever l'apprentissage à ce registre actif et productif qui permettra aux étudiants ou aux élèves d'intégrer le monde de la connaissance. Une connaissance qui s'inscrit dans ce processus conduira les étudiants ou les élèves, permis par l'apprentissage, de les faire pénétrer dans ce mouvement et leur faire appréhender la dynamique de la connaissance. La connaissance se réalise par des corrections, par des rectifications et par des améliorations. Le lent cheminement de l'action éducative astreint à des imprécisions et des évaluations séquentielles lors des expérimentations, surtout lorsque les approfondissements démontrent de nouvelles potentialités d'analyse méconnues à l'origine. Les implications deviennent conséquentes pour les méthodes pédagogiques qui doivent intégrer les vertus de l'erreur.